Salut Nicolas, Salut Justine. ça va bien? Oui, très bien et toi? Ouais, carrément. Ravi de t'accueillir. Merci d'être là. Merci de participer au podcast. Je suis super contente de pouvoir parler de Club Maté France, de pouvoir parler de Club Maté et de ton parcours. Merci pour l'invite. Alors nous, on s'est rencontrés il y a quelques mois au bar à bulles de la Machine du Moulin Rouge à Paris, parce que avec Circulab, on organisait un atelier sur la sortie du plastique à usage unique. Évidemment, Club Maté France, en tant que représentant de la boisson vie nocturne réemploi, était présent. Et la petite anecdote, c'est que on avait déjà travaillé, pas nous, mais Wita, anciennement Circulab, avec Club Maté France au tout début, en 2015, je crois que c'était, Ouais, c'est ça. avec Brieux du coup et Nico. Donc voilà, donc nos chemins se recroisent aujourd'hui. Du coup, on va parler de pas mal de trucs passionnants, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter, de nous dire qui tu es. C'est compliqué. Non, enchanté. Merci encore pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aussi sur tous ces sujets. Alors, qui je suis? Nicolas, donc, fondateur de Yerba Maté, qui est l'entreprise qui héberge le projet Club Maté. Moi, je suis issu plutôt du milieu de la nuit, puisque j'ai été gérant de bar pendant 12 ans. Pas mal vadrouillé dans ce milieu-là. Et de par ces expériences autour du milieu de la nuit, je cherchais un projet qui pouvait à la fois me permettre de m'épanouir dans ce milieu-là et en plus de mettre du sens dans ce que je faisais, que je veux dire concrètement. Et de ce constat est né le projet Club Maté. De retrouver un rythme diurne et peut-être pouvoir allier aussi après Exact. quelques années dans la vie nocturne. Exactement. On dit qu'on prend un an tous les ans, donc Ouais, donc là, j'ai 80 ans. donc du coup, tu nous parles de Club Maté. Est-ce que moi, je suis une grande consommatrice de cette boisson. Donc pas à la maison, parce qu'il y a encore quelques années, on trouvait ça plutôt en boîte de nuit et dans les bars. Et du coup, moi, quand je consommais cette boisson, j'avoue, je me suis jamais posé la question de ce qu'il y avait derrière. Je savais qu'il y avait une question autour de la yerba maté, mais sans plus. C'est peut-être pas le cas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui savent pas de quoi on parle. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur ce que c'est et aussi sur cette entreprise que toi tu as créée et du coup. Ouais. Alors, Club Maté, c'est une marque qui est née en Allemagne au début des années 20, en 1924 exactement, chez un brasseur de bière qui a décidé de faire infuser des feuilles de yerba maté et qui a donc créé une infusion de maté pétillante. Donc un thé pétillant, ce qui est un peu contre-intuitif, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et yerba maté, du coup, plante plutôt latine. Complètement latine. Alors latine et Afrique du Nord, j'ai appris ça récemment. La Syrie et le Liban sont des gros consommateurs de maté. Ils en cultivaient jusqu'à peu, parce que maintenant les situations régionales ont fait que les choses ont pas mal changé, mais ils en cultivaient. En tout cas, ils restent des gros consommateurs. Et donc, bien sûr, principalement l'Amérique du Sud. Et on travaille, nous, pour le Club Maté depuis quasiment toujours, sur des coopératives qui sont situées au sud du Brésil, qui sont les plus gros cultivateurs de maté au monde, je pense, les Brésiliens. Ouais. Et donc, ce produit, il est né comme ça, sur une expérience, en fait, tout simplement, une expérimentation, comme aiment beaucoup faire les Allemands avec les boissons, et distribué de manière tout à fait régionale et de très locale. La recette avait disparu pendant évidemment les événements historiques entre les années 30 et les années 50. Réapparu dans les années 50, et moi j'ai découvert ça à peu près au même moment que son essor dans ce qui a été le premier cercle des consommateurs de Club Maté, c'était les hackers. Okay. Donc évidemment beaucoup de valeurs libertaires, d'innovation, très tech, etc. Et puis après ça a un peu muté vers la fête libre. C'était deux milieux qui étaient quand même assez proches. Et moi, faisant beaucoup la fête et aimant jouer de la musique, j'ai découvert la boisson dans ce cadre-là. Donc c'est assez marrant parce que c'est une marque qui est à la croisée de beaucoup de chemins.
Et donc, pour héberger ce projet, j'ai monté à l'époque la boîte qui s'appelle Yerba Maté. Donc, le Yerba Maté, c'est un petit arbre. Alors, j'y tiens à cette petite allégorie parce que les boîtes que j'ai montées depuis 20 ans, la première s'appelait Rhizome, donc la racine. Ouais. Là, j'en suis au petit arbre, comme quoi il y a de l'évolution, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. La prochaine, c'est Sequoia. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Dans le projet Amazonie. Ah non, mon Dieu. Et du coup, voilà, et du coup, l'idée de développer Club Maté en France, ça a été non seulement proposer une boisson qui était, à mon avis, bonne, tu vois, qui me plaisait, mais aussi parce qu'elle avait beaucoup de valeurs, elle défendait beaucoup de valeurs à côté, et que c'était un peu l'entonnoir et le point de mire, cette petite bouteille, pour y placer beaucoup de sens, en tout cas du sens que j'ai envie de passer, c'est-à-dire des enjeux éco-responsables, des enjeux humains aussi autour du monde de la nuit, de l'accessibilité, etc., etc. Et ça nous a permis, pendant ces années, de pouvoir développer à la fois le volet distribution, donc la distribution pure, mais aussi toutes les valeurs qu'il y a autour. Ouais. Donc en fait, toi, via Yerba Maté, tu es distributeur. On a la distribution exclusive de la boisson Club Maté, et on a l'exploitation de la marque à l'international. C'est-à-dire qu'on est les tenants du marketing international de la marque. Okay. Alors c'est un gros mot, hein, parce que en fait, dans la réalité, comme chaque pays est indépendant, c'est clair. Chacun fait un peu ce qu'il veut, voilà. Mais donc du coup, on y reviendra après. Aujourd'hui, il y a pas que uniquement la distribution de Club Maté en France, il y a aussi des projets à côté Yerba Maté qui se développent, et on y reviendra après. Super, je précise que c'est une boisson non alcoolisée. Ah oui, c'est vrai. Voilà, on l'a pas dit. Mais ça me semble, ça peut être, on peut le comprendre en écoutant, en fusion, etc. Mais voilà, on aurait pu, mais on fait pas la promotion de l'alcool dans ce podcast. Et par ailleurs, c'est peut-être aussi ça qui explique le côté monde de la nuit à cœur, c'est qu'on est sur une boisson qui du coup, qui a une teneur en, je sais pas, théine, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, qui fait que tu as de l'énergie, quoi. Et voilà. C'est comparé à la caféine, c'est de la matéine. Voilà, matéine. C'est pas la même molécule, mais. Du coup, voilà, c'est la petite parenthèse, mais qui fait que dans le milieu du hacking et tout ça, ça marche bien. Avant d'en venir au réemploi et à la question aussi de l'agriculture durable, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce projet-là et la raison pour laquelle moi je voulais que tu participes à ce podcast, entre autres, évidemment, c'est le fait qu'il y a deux trucs intéressants dans ce projet, c'est le contenant et le contenu. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui sont liées à l'économie circulaire et régénérative dans le contenant, donc comme je disais, le réemploi, la consigne, mais aussi dans la culture, le travail avec les cultivateurs, le travail aussi dans comment est-ce que je maintiens des savoir-faire, je rapporte des savoir-faire, bref. Avant d'en venir à ces sujets-là, j'aimerais qu'on parle de la vie nocturne et de l'écologie, pour utiliser deux mots un peu forts. Moi, j'ai découvert via le projet avec la ville de Paris les initiatives qui étaient mises en place dans la vie nocturne, les discothèques, les boîtes de nuit, au niveau des clubs, l'engagement de certains DJ, etc. Aujourd'hui, on en est où? C'est-à-dire la vie nocturne, l'économie circulaire, Est-ce que c'est deux choses contradictoires? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la nuit? Qu'est-ce que toi tu vois? Alors c'est contre-intuitif, mais en fait, dans la vie nocturne, on a affaire à des publics qui sont hyper engagés sur quel que soit le sujet. C'est souvent des gens très engagés. On a beaucoup entendu parler de MeToo, etc. dans ce milieu-là, parce que c'est ce qui a émergé, mais il y a plein d'autres sujets. Les sujets d'inclusivité, mais aussi les sujets d'écologie, etc., qui sont hyper présents dans ce milieu. Et alors d'abord, je vais partir d'un principe, et c'est marrant, on en avait parlé, il me semble, quand on s'était croisé à la machine du Moulin Rouge. Moi, je reste convaincu que la fête, c'est évidemment un vecteur de bien-être, de fête, etc., mais c'est aussi un des meilleurs endroits pour parler aux gens, parce qu'ils sont aptes à écouter, ils sont vraiment dans cette disposition où on peut écouter. Et moi, je me suis rendu compte en mettant le nez là-dedans. Alors, on va parler de l'événementiel au sens large, parce que la vie nocturne, pour moi, il y a aussi les festivals, etc. Et d'ailleurs, quand moi j'ai commencé à développer ce système de consigne, les premières oreilles qui ont été très attentives à tout ce qu'on faisait, c'était vraiment les festivals. Parce qu'ils étaient rentrés dans cette logique où eux, ils avaient un intérêt à défendre le terrain sur lequel ils étaient. On leur prêtait des jardins de châteaux, des choses assez extraordinaires. Et on leur disait surtout, je veux pas revoir un mégot à la fin. Donc ils ont été obligés par la force des choses, pour accéder à ces lieux-là, à imaginer des nouvelles manières de consommer, de gérer les... Exactement, et de gérer. Et donc voilà. Et en même temps, il y a eu toute cette
marches où le club qui était un peu l'endroit un peu planqué, caché, en dehors des en dehors des lignes, a commencé à rentrer un peu dans le mainstream, on va dire, hein, vraiment, qui s'est élargi à un public vachement plus large et qui du coup, comme je l'expliquais tout à l'heure à travers l'inclusivité, le féminisme, etc., vraiment a pris à bras le corps des grands enjeux sociaux et l'écologie en a fait partie. Et du coup, les a poussés à se poser la question de qu'est-ce qu'on vend. Alors il y a eu deux effets parallèles. Ça a été un peu c'est un gros mot, hein, mais la premiumisation des produits, c'est-à-dire qu'avant on se disait, les gens sont bourrés, on leur file de l'alcool pourri, des jus de fruits pourris, de toute façon ils sont bourrés. Et non, en fait les gens étaient là aussi pour chercher autre chose. Et donc ça a été un gros lieu d'innovation pour les boissons. Je pense que ça l'est toujours. Et il y a eu ces enjeux écologiques parce que, comme je disais, ils ont collé vraiment à plein d'enjeux sociaux. Donc c'est un milieu qui est un milieu où il y a plein de moments dans la nuit où on se dit je m'en fous, justement, je suis là pour me lâcher. Mais quand on parle des gens qui le font et qui l'organisent, eux ont vraiment des réflexions poussées sur les enjeux, encore une fois, sociaux de notre temps. Donc c'était à la fois une oreille attentive de la part du public et en même temps des professionnels déjà engagés dans ce et un terrain du coup d'innovation et un terrain d'innovation, de création, et tout est à faire. C'est un terrain qui est vachement en mutation aujourd'hui, tu vois. Et toi, tu vois que pour la distribution d'une boisson comme la vôtre, qui va être engagée aussi bien sur l'emballage que sur la partie contenant, quoi, ils sont réceptifs et ça fonctionne. Ils sont complètement réceptifs et de plus en plus. Voire même ils ont des cahiers des charges qui sont pour certains très très drastiques. Et du coup, donc si on en revient justement maintenant de manière un peu plus opérationnelle, Club Maté, on va commencer. Je te propose de commencer par ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la filière autour de en quoi du coup cette boisson elle va être bonne pour la planète et pour les personnes qui travaillent aussi à sa culture, et comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là. Tu parlais du Brésil, je sais qu'il y a un cahier des charges qui est assez drastique sur la manière dont, la rémunération des producteurs, etc. Oui, alors ça c'est vraiment la volonté des producteurs qui sont basés en Allemagne, hein, qui sont c'est pas la forêt noire, mais juste pas loin de la frontière, en Bavière. Eux, ils voulaient vraiment travailler avec des gens qui étaient bien rémunérés, qui respectaient leur environnement, qui travailler sans déforestation. Il y a comme ça beaucoup d'enjeux. Et le Brésil, et c'est pour ça aussi une des raisons principales pourquoi ils pouvaient bosser avec des coopératives brésiliennes, c'est qu'ils étaient les seuls qui étaient capables de fournir les preuves de cette implication-là. Donc on travaille avec des coopératives brésiliennes et il y avait un savoir-faire là-bas qui était le savoir-faire autour de la torréfaction du maté. Pour ceux qui connaissent le maté frais, c'est extrêmement amer. Très 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 compliqué à boire, et donc c'était important, si on s'orientait vers des boissons un peu transformées comme ça, vers un soda, de pouvoir évacuer cette amertume et de développer l'aromatique. Et ça a été fait grâce au savoir-faire de la torréfaction des cultivateurs là-bas. Donc voilà, c'est une plante qui est endémique là-bas, donc elle pousse à peu près partout. Elle adore pousser en milieu forestier, donc c'est assez génial. Du coup, ça permet de pas couper trop d'arbres pour planter des arbres à maté. Et en plus, c'est une plante qui est extrêmement consommée par les locaux. Donc il y a un savoir-faire aussi dans la culture qui est pour le coup millénaire, parce que je crois que les premières traces c'était il y a plusieurs milliers d'années avec les Indiens qui étaient là-bas. Donc c'est assez marrant. Tu me permets la digression sur la culture Guarani Baroque Et je trouve ça assez fantastique, parce que je connais pas d'autres exemples. Au moment où les jésuites sont venus avec les Espagnols pour conquérir l'Amérique du Sud, ils ont essayé évidemment d'évangéliser ces peuples incultes qui étaient pas cathos. Ils ont jamais réussi, et les deux cultures sont fondues dans cette fameuse culture qui s'appelle Guarani Baroque, où ils ont réussi à mélanger la culture, on va dire baroque européenne de l'époque avec la culture guarani indienne locale. Et je trouve que c'est une assez belle allégorie de ce qu'est le maté aujourd'hui, en tout cas de comment nous on développe le maté. C'est-à-dire cette espèce de grand écart entre un truc traditionnel, un soda classique, et puis quelque chose qui est super innovant. On essaye vraiment de fondre les choses, de travailler en transition, quoi. Et puis t'en as pas un qui a pris la place sur l'autre, quoi. C'est-à-dire que, parce que aussi c'est dans la culture, tu m'en as un petit peu parlé, mais de cette famille allemande qui veut aussi préserver ça. Mais c'est pas c'est pas Coca-Cola, quoi. C'est-à-dire que on est sur une herbe, on veut maintenir les savoir-faire, on veut aussi sur la question d'échelle de distribution être quand même sur quelque chose de, humain, garder le contact et autres, et mettre, au service de ça,
l'innovation, le marketing, comme tu disais, vous êtes représentant marketing Europe ou monde international, tu me disais. International, parce que on travaille avec plusieurs pays là-dessus. Enfin, du coup, c'est la fusion des deux, quoi. C'est pas fromage ou dessert. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient tout de suite compris que pour créer une transition, il fallait pas nier le passé et regarder que devant, il fallait vraiment essayer de faire se fondre les deux. Préserver, quoi. Et voilà. Et les savoir-faire, ça fait partie justement de l'histoire de la marque et toute l'économie circulaire, enfin tout ce qui est développé là-dedans. Et peut-être j'aurai le temps d'en parler, mais sur leur ligne de prod, c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait comme avancée pour aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est une ligne de production qui produit zéro carbone, qui est entièrement alimentée aux énergies renouvelables. Et donc la ligne de prod, juste si tu nous remets un peu la chaîne. En gros, le maté est cultivé au sud du Brésil. Il est torréfié là-bas, réduit en poudre. Et c'est là où il y a encore des choses à faire, mais transporté jusqu'en Europe, dans des ballots, infusés en Allemagne, et ensuite mis en bouteille dans la ligne de production de la famille Locher, qui est la brasserie avec laquelle... Distribué du coup en Allemagne et là en France. Exactement. Donc voilà. Et donc leur ligne de prod, tu disais. Voilà, eux, ils sont très conscients de ces sujets-là. Et il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, ils ont monté une association de reforestation en Amérique du Sud. Et leur idée, c'était pas que le maté déforestait, c'était juste de pouvoir compenser leur impact carbone du transport en bateau. Et en même temps, ils ont beaucoup financé cette ligne de prod pour essayer qu'elle soit vraiment à la pointe en termes d'économie d'énergie. Et aujourd'hui, ils sont même positifs pendant toute la saison d'été. Donc, ils redonnent de l'énergie au réseau pendant toute la saison d'été. Et sinon, le reste du temps, ils sont complètement indépendants grâce aux panneaux solaires et une éolienne, je crois. Et donc, ils ont fait le choix. Ils avaient du terrain. Ils auraient pu agrandir la ligne de prod. Ils ont mis des panneaux solaires dessus. Et alors là, déjà, ça te donne une bonne indication de comment ils voient les choses, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est génial. Ouais. Et du coup, donc si on en revient et qu'on continue la chaîne, on va être produit et c'est embouteillé du coup en Allemagne. Ouais. Ensuite, on va le distribuer ici sur le territoire et c'est du coup dans des bouteilles qui sont réemployées. Est-ce que c'est l'intégralité et comment ça marche aujourd'hui? C'est à travers un système de consignes, mais voilà, est-ce que tu peux nous... Alors, oui, toutes les bouteilles sont consignables. Ça, c'est un principe, c'est-à-dire qu'on ne travaille qu'avec des bouteilles consignables, mais malheureusement, aujourd'hui, toutes les bouteilles ne sont pas consignées. On a 2 grands réseaux avec lesquels on travaille. En gros, c'est les bars, les clubs, les événements et les magasins de proximité. Et évidemment, il y a, comme je l'expliquais tout à l'heure, tout le milieu de la nuit est hyper investi là-dedans. Donc on a un taux de retour et des gens qui étaient déjà dans ce système de consigne avec les fûts, avec d'autres marques historiques. Dans un endroit clos aussi, donc en fait. T'es dans un endroit clos, etc. Bah, le festival, non. Ouais, peut-être moins. Ouais, non, mais en tout cas, tu as un point d'entrée, un point de sortie, quoi. Exactement. Donc c'est beaucoup plus maîtrisable en termes de flux. Et la grande distribution qui, elle, c'est vraiment un mammouth à faire bouger. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'était un choix pour vous quand même. C'était un parti. Enfin, le fait d'y être allé, c'était aussi. Ah oui, c'était un parti pris. Je t'avoue que le Covid nous a quand même un peu poussé. Ouais, mais oui, c'était un choix et un choix des. En fait, l'idée c'était de pas garder ce système d'économie circulaire dans le coin des professionnels, comme si c'était que les gens initiés qui pouvaient, mais vraiment de l'étendre en B2C, comme on dit, pour le consommateur final. Et le consommateur final, il n'a sa bouteille dans les mains que quand il va dans un supermarché. Ouais. Et je parle souvent de cette image parce qu'elle me tient beaucoup à cœur et j'y crois beaucoup, c'est que le système de consigne, pour moi, c'est vraiment un des rares systèmes où du producteur au consommateur, tout le monde est responsable du fonctionnement de ce système. S'il y en a un qui lâche sa bouteille et qui la jette au milieu, quel qu'il soit, c'est la mort du système. Ouais. Et on n'est plus à pointer du doigt le consommateur en lui disant c'est toi méchant consommateur qui trie mal, qui jette mal, qui machin. Non, on est tous responsables de notre emballage et on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Et ça permet déjà de partager la responsabilité et pour une fois de dire on fait les choses ensemble et pas les uns contre les autres. Et juste pour être sûr aussi qu'on parle de la même chose, quand tu dis consigne, tout est consignable. C'est contre, parce qu'on sait que des systèmes de consigne, il y en a. Alors comme je disais, pour comme on dit, les bars, les restos, les festivals, on rend l'argent systématiquement. Donc c'est contre, du coup, contre rémunération. Alors vraiment, c'est ça. Le système de consigne, c'est vraiment, on rend un objet, quel qu'il soit, pour qu'il soit réutilisé pour la même utilisation, et ça c'est important, contre rémunération. En gros, c'est ça.
Donc, en gros, le client paye son emballage et est remboursé quand il le rend. C'est assez simple. Oui, parce qu'il y a plein d'autres systèmes, consigne pour recyclage, enfin, il y a plein de... Ouais, carrément. Et alors, j'arrête pas de dire ça aussi, mais je vais le redire, pour moi, c'est un braquage sémantique. Hein. La consigne, ça a toujours été le système que je viens de décrire, ça n'a jamais été le recyclage, mais bon. Ça permet de verdir certains trucs. Et donc voilà. Et notre vrai problème, c'est qu'en grande distribution, on peut pas obliger les magasins à rendre de l'argent à leurs clients. Et donc on maîtrise beaucoup moins. Donc il y a des magasins qui rendent de l'argent, d'autres non. Donc on appelle ça de l'apport volontaire. Les gens vont juste rendre comme ils jettent dans leur poubelle jaune sans rétribution. Et l'idée pour nous, c'est d'étendre au maximum ce système-là et donc de faire pression auprès des grandes surfaces avec qui on travaille, qui sont pas dénuées d'intérêt pour le système du tout, c'est juste que c'est des grosses machines et qu'eux ont besoin de cadres, de législation pour pouvoir s'engager, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et comment tu le sens là, donc le réemploi, on en a parlé dans l'épisode avec Célia de réseau vrac et consigne, enfin et réemploi d'ailleurs. On en a parlé un peu aussi avec Florence, avec pas mal d'invités. Ça bouge. On en parlait là juste avant. Les éco-organismes vont dédier un budget. Bon, c'est jamais assez, mais les choses bougent un peu. Dans le milieu de la nuit, c'est une chose. Pour toutes les raisons que tu as évoquées, ça fonctionne. Dans la grande distrib, toi, tu le sens bien Alors, pas partout. Il y a des réseaux, je peux pas citer de nom là peut-être, bien mais sûr. Il y a des réseaux beaucoup plus engagés que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux qui ont dédié un interlocuteur. Alors pour moi, c'est des gros symboles. Alors, ça n'est que du symbole, mais dédier quelqu'un à un sujet, quand on parle, ça veut dire que déjà il se passe quelque chose en interne. Et il y en a d'autres pour qui ça reste juste un objet de communication, donc faire le minimum et en parler le plus possible, c'est ça leur intérêt. Donc c'est compliqué, et c'est pour ça que nous on a développé un système qui est en parallèle des systèmes internalisés qui sont très très simples. C'est des box en bois où les gens peuvent rendre leurs bouteilles. Donc c'est un système très très simple, très empirique, qui a pas velléité à être pérenne, mais qui a le mérite d'exister et qui permet déjà aux gens de prendre une habitude. Parce que tout l'enjeu, c'est vraiment de changer les modes de consommation. Et je pense que c'est là où le gros du travail est à faire, c'est vraiment changer le mode de consommation, à la fois pour les magasins, les points de vente, de pouvoir dissocier le prix d'achat d'un produit et de son emballage. Ça, c'est vraiment un enjeu enjeu très fort. Et pour le consommateur, de prendre des habitudes, en fait, tout simplement. Ouais, ça, c'est un truc dont on parlait tout à l'heure et qui est intéressant. Tu viens juste de l'évoquer. Enfin, aujourd'hui, c'est dans les discussions. Tu me disais qu'en Allemagne, maintenant, c'était obligatoire, le fait de distinguer le contenant du contenu. Ouais. Et ça, en France, c'est en train d'être. Alors, on en est loin. On en discute, je veux dire. Ouais, on en discute. On en est loin pour plusieurs raisons. Il y a des raisons techniques, tout simplement, de système de caisse et de comptabilité qui font que c'est compliqué de le faire. Mais il y a aussi un gros frein qui est de la part des très gros metteurs en marché de plastique, si tu veux, d'emballage en général, qui n'ont pas tellement envie que le consommateur comprenne le coût de l'emballage dans son coût de produit, quoi. Et donc, si tu mets les deux ensemble, ça fait des freins qui sont assez gros, contre lesquels on se bat régulièrement, mais voilà, ça crée de l'inertie, si tu veux, parce que c'est des gros bousins à bouger. Il y a un point dont j'aimerais bien parler si on continue sur cette question du réemploi, et je pense dont peut-être certaines personnes qui nous écoutent, que certaines personnes ont en tête, c'est l'impact logistique de cette question du réemploi. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous bossez beaucoup. Aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est d'optimiser sur tous ces sujets du réemploi, c'est d'optimiser la question du dernier kilomètre, la question du flux retour. Est-ce que tu peux me dire comment vous faites en sorte, comment vous travaillez à réduire au minimum l'impact de la logistique dans ce système de réemploi duquel en fait vous êtes un peu aussi dépendant, parce que c'est pas non plus toi qui décide de où c'est embouteillé. Alors complètement. Alors sur les trajets, si tu veux, usine de fabrication, entrepôt, on n'a pas le choix que de passer par des camions. C'est la seule solution aujourd'hui qui existe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec notre logisticien pour imposer à ne transporter nos bouteilles que dans des camions qui ont des normes aujourd'hui, ça s'appelle Euro 7, c'est des normes de rejet de particules fines. Ce qui nous permet quand même de réduire l'impact. Et pour le dernier kilomètre, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, mais un truc très très basique, c'est que tous les camions après avoir livré, ils retournent à leur entrepôt à vide.
Et ce qu'on a fait pour pas créer de pollution supplémentaire, c'est qu'on a dit à ces camions à vide avec qui on travaille, bah, quand vous êtes à vide, vous allez récupérer nos bouteilles vides. Ça permet au transporteur de valoriser son trajet, de pas rouler pour rien. Et ça permet de pas créer de pollution supplémentaire pour emmener les bouteilles. C'est pas idéal, mais c'est encore le meilleur système. Et quand on voit aujourd'hui le nombre de camions qui repartent à vide, notamment des gros centres urbains, c'est ce qu'on a proposé. Bon, c'est une discussion très compliquée, mais parce que là, on parle plus avec le ministère de l'écologie, mais avec Bercy, de faire baisser le taux de TVA pour les entreprises qui s'engageraient, au lieu de rentrer à vide, à passer récupérer les points de collecte avant de rentrer à vide. Et ça serait génial parce que, enfin, pour moi, ça serait assez fantastique parce que déjà, t'optimises des camions, donc les gens ont un intérêt économique. En plus, ça te permet d'avoir plus de rotation, donc de permettre plus de flux entrant de bouteilles vides parce qu'on va passer les récupérer plus régulièrement. Et enfin, ça crée pas de pollution supplémentaire. Donc évidemment, on baisse pas encore la pollution des camions, mais en tout cas, on n'en crée pas d'autres. Et donc, ça pourrait être un système qui serait assez bénéfique en tout cas pour les centres urbains denses, comme on parle de Paris, Lyon, Marseille. Passionnant. Vu on est parti sur plein de sujets, je vais faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu avant de passer aux questions suivantes. Donc, milieu de la nuit, milieu favorable au développement, en tout cas du réemploi et des boissons bonnes pour la santé, quoi, disons, parce qu'on a un public qui est plutôt réceptif. Tout ça, ça mène du coup à développer, à distribuer une boisson Club Maté à travers le réemploi via la consigne. Et dans la mesure où vous êtes dépendant, enfin vous dépendez des usines de fabrication et d'embouteillage qui sont en Allemagne, ça nécessite en tant que distributeur exclusif sur la France de faire au mieux pour la logistique et donc vous de participer à toutes ces discussions et ces échanges au niveau national sur la logistique urbaine, sur les flux retours et sur le réemploi. Exactement. Et ce qui t'amène aujourd'hui, après avoir bossé un peu moins d'une quinzaine d'années dans le milieu de la nuit, à être un super expert du réemploi, de la consigne et à faire bouger les choses en France. Donc ça, c'est quand même assez cool avec le parcours d'entrepreneur. C'est un petit résumé, mais voilà, ça permet un peu de s'y retrouver. C'est flatteur en tout cas, t'écouter parler. Et j'ai oublié évidemment de mentionner le maintien du savoir-faire, de la culture de la yerba maté, qui vient du coup du Brésil, mais qui est aussi du coup consommé en Syrie et au Liban. Exactement. Voilà. Ouais. Super. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir te poser une question qui m'interpelle régulièrement quand on me la pose, à laquelle moi j'ai une réponse, mais j'aimerais t'entendre. On dit souvent que l'Allemagne est en avance sur le réemploi. Et en fait, là, je saisis la perche dans la mesure où l'entreprise familiale qui a lancé ce projet est basée en Allemagne. Qu'est-ce que tu réponds à ça quand on dit que l'Allemagne est en avance sur le réemploi ? Ben non, c'est contre-intuitif, mais je dirais non. En fait, c'est tout simplement des gens qui n'ont pas abandonné le système. En fait, il y a pas vraiment d'avance. Et si tu regardes en fait de manière plus générale, et on en parlait aussi tout à l'heure, l'Allemagne n'a pas une politique générale qui est forcément en faveur de l'écologie quand tu vois qu'ils ont remplacé le nucléaire par le charbon, etc. Par contre, voilà, c'est des systèmes qui existaient chez nous, mais eux ont décidé de faire perdurer ces systèmes-là. Et donc, évidemment, un système qui a 30 ans d'activité de plus que dans notre pays, on peut avoir le sentiment qu'il en avance. Il s'est juste perfectionné, en gros. Et en plus, ils ont profité du fait que il y avait beaucoup de bassins industriels qui étaient dans la technique, de la technique industrielle. Et donc, c'est les premiers à avoir développé notamment les récupérateurs automatisés de consignes, ce qui a permis de faire perdurer le système. Mais faut pas, ça c'est la façade. Ouais. Derrière ces machines qui récupèrent, il y a toujours des gens. Il y a toujours des gens qui les baladent, qui les empilent, qui les trient, etc. Tu vois. C'est clair, c'est ce qu'on va vous montrer, mais en fait, il y a quelqu'un dans la machine. Exactement. D'ailleurs, qui fait bip aussi. Ok, donc ça me fait vraiment plaisir. Je pense que vous l'entendiez peut-être derrière le micro, mais bon, c'est pas du tout pour casser l'Allemagne, hein, mais on pose souvent la question de quels sont les pays qui sont les plus en avance. Enfin, je pense que c'est un peu une question à laquelle il y a 1000 réponses et à la fois aucune réponse. Et puis ça dépend du point de vue, quoi. Et ça dépend des points de vue. Je pense qu'effectivement, sur le sujet du réemploi, l'Allemagne fait plein de trucs, mais il n'y a pas les enjeux complexes et défis auxquels nous on se trouve aujourd'hui en France de changement de comportement dans la mesure ou de changement de système industriel.
dans la mesure où c'est des systèmes qui n'ont jamais été déconstruits. Et c'est l'exemple type avec cette entreprise familiale qui existe depuis bientôt 100 ans, qui a lancé Club Maté. Ils ont beau être sur du réemploi, voilà, c'est pas pour autant que c'est les gens les plus forcément créatifs ou j'en sais rien, voilà. Ah non, au contraire, Donc, c'est voilà. plutôt les gens traditionnels. donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais je voulais saisir la perche. Avant d'en venir plutôt à ce que toi tu retiens de cette expérience et tes partages en tant qu'entrepreneur à ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, j'aurais bien aimé que tu nous présentes un peu les futurs projets. Donc comme on disait, la distribution de Club Maté c'est une chose, mais du coup avec Yerba Maté, toi tu souhaites aussi aller plus loin dans cette création de boissons qui respectent la planète, aussi bien sur la culture des ingrédients que sur leur distribution. Et je crois que vous avez pas mal de trucs en cours de préparation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces projets? Ça tombe très bien parce qu'on commence à en parler, on commence à sortir du bois. Ouais, on a lancé notre marque, une marque qui s'appelle Accent. Alors, pourquoi Accent? Pour résumer très simplement, Accent parce que l'accent, c'est quand on a quelque chose en commun, la langue, l'accent, c'est la petite différence que tu amènes. Et qui est souvent d'ailleurs qui vient enrichir la langue. Enfin, c'est ça qui est assez passionnant là-dedans. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce truc-là, parce on est parti sur des grands classiques de la boisson, hein. Ginger beer, tonic, limonade, on n'a pas réinventé la roue. Mais par contre, on allait sourcer uniquement des produits français. Donc, on a trouvé du gingembre en France. Et oui, il y a du gingembre en France. On est allé retravailler la sarriette citronnée, par exemple, qui était une plante médicinale qui était moins utilisée, etc., pour pouvoir développer ces boissons-là. Et donc, l'idée, c'était de travailler localement avec un savoir-faire qui se perdait parce que c'est des matières premières qu'on allait chercher à l'autre bout du monde. Le gingembre, c'est le meilleur exemple. 99,9% du gingembre que tu trouves sur le marché aujourd'hui, c'est Pérou, Chine. C'est quand même vachement loin pour un truc qui peut pousser chez nous, quoi. Et donc, on a trouvé des gens qui avaient su maintenir ce savoir-faire. On essaye de les aider à grandir en même temps qu'ils nous amènent leur savoir-faire et qui nous permettent d'en profiter pour développer des boissons. Et donc, c'est vraiment une relation de partenariat. On n'est même pas dans une relation de fournisseur. Il y a vraiment une relation de partenariat à long terme. Encore plus avec les enjeux en termes de météo, etc. Là, aujourd'hui, je sais pas si on aurait pu en parler, mais problème de clémentine en Corse. Il y a plus de clémentine. Non, mais la production est pas la même. Les goûts changent parce que la météo change. Donc ça aussi, c'est intéressant à bosser quand tu fabriques. Ça me fait penser à un épisode du podcast avant avec les vergers du Mékong qui font pousser dans le delta du Mékong des fruits et qui nous disaient qu'avec les crues, qu'ils s'étaient retrouvés avec du sel dans leur enfin en gros voilà, Brieux saura mieux que moi, mais voilà, un truc un peu semblable sur comment est-ce que les goûts en viennent à évoluer avec le changement climatique. Ouais, ça c'est assez dingue. Revenons donc du coup maintien des savoir-faire, maintien des savoir-faire, essayer de recentrer un peu les choses de manière plus locale, même si on le verra, la brasserie étant à 550, le Club Maté étant à 550 bornes, vous vous rendez compte que les clémentines de Corse, elles viennent de plus loin. Donc voilà, donc quelquefois, il y a des trucs un peu contre-intuitifs aussi là-dedans. Et puis, de pouvoir développer, et là, pour le coup, de maîtriser l'intégralité du système de consigne, c'est-à-dire de l'achat de la bouteille jusqu'à sa remise sur le marché, pour récupérer l'expertise. Aujourd'hui, on a la chance de profiter de la laveuse de nos brasseurs qui est intégrée à leur chaîne de prod, donc on n'avait pas trop à s'occuper de ces enjeux-là. Et si on veut développer tout ça en France, il fallait qu'on prenne aussi à bras-le-corps ces enjeux-là, et surtout qu'on les comprenne, qu'on les pratique et qu'on essaye de les faire s'améliorer. Et donc ça fait partie du projet en soi. C'est non seulement de remettre au goût du jour un savoir-faire français autour de toutes ces plantes qu'on a oubliées, et de pouvoir développer et améliorer le système de consigne dans notre réseau de distribution. En même temps que de proposer des produits super bons, hein, parce que faut pas l'oublier, c'est super bon, quoi. Ah, c'est génial. Je suis impatiente de cette séance de dégustation. Mais c'est une belle preuve, en tout cas, du fait que c'est possible de positionner sur un marché qui est quand même aujourd'hui carrément l'idée par des marques de soda qu'on connaît tous, dans une logique de faire local, maintenir des savoir-faire, de mettre du réemploi là-dedans. Et je pense que ça peut inspirer, enfin là on voit tout ce qui se passe avec la bière, toutes les brasseries qui se lancent, brasseries locales, micro-brasseries, etc. Et qui, pour autant, beaucoup d'entre elles ne font pas de réemploi et sont dans du jetable et autres. Et ce que je trouve là super intéressant, c'est que c'est vraiment dans l'ADN et que et que vous
Vous choisissez aussi les projets, j'imagine, en fonction de la faisabilité du système de réemploi. Là, c'est ce que tu dis aussi. C'est complètement ça. Et on choisit ça devient un critère de décision, quoi. Maintenant, on en vient même à choisir des clients ou des partenaires sur ces critères-là. C'est-à-dire que on pousse les gens à travers, maintenant qu'on a un petit peu de poids, on les pousse à muter avec nous, quoi. Et c'est ça aussi, donc c'est peut-être aussi ce dernier point, c'est que vous êtes aussi sur un modèle de développement qui est via le partenariat, la coopération, enfin là, ce que tu évoquais sur le long terme. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que, en m'engageant sur le long terme avec des partenaires, brasseurs en l'occurrence, je vais leur permettre à eux de faire leur transformation, leur transition ou de maintenir leur activité. Et ça me paraît assez fondamental aussi dans la transition économique et des acteurs qui sont aujourd'hui sur le marché. C'est comment est-ce que ceux qui vont pousser l'innovation vont finalement donner les garanties, là en l'occurrence économiques, pour qu'ils puissent se développer, quoi. Moi j'ai eu une double chance, c'est que maintenant c'est peut-être un peu plus simple, mais j'ai signé avec des investisseurs fin 2018. Alors moi j'avais toujours cette image de l'investisseur à balle de pognon, etc. Je suis tombé sur des gens vraiment qui sont pas du tout comme ça. Évidemment ils cherchent la rentabilité dans leur projet, mais quand je leur annonce qu'on va perdre de l'argent pour des bouteilles vides pour transporter de l'air dans du verre, il y en a plein qui seraient partis en courant. Ils m'ont dit vas-y, fais-le plus. Non, mais vraiment, en plus, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient ouverts et surtout qui étaient prêts à grandir moins vite, mais à grandir mieux. Et ça, pour moi, ça a été vraiment même une révolution intellectuelle de me dire, même dans ce milieu de la finance, il y a des gens qui réfléchissent comme ça et qui sont prêts à soutenir ce genre d'initiative, etc. Ça m'a donné une force que j'avais pas avant, vraiment. Pas forcément uniquement le poids financier, mais juste le fait d'être accompagné par des gens qui pensaient pareil et qui étaient eux issus de. Enfin, le patron du fonds, je vais les citer, ça s'appelle Enoui. Monsieur Soupari, c'était un grand entrepreneur français. Je veux dire, il a travaillé dans l'hologramme, une boîte internationale, 3000 employés. Enfin voilà, c'est pas forcément la personne où tu te dis super, si. Et donc voilà, donc avec leur soutien, ça me redonne confiance en l'investissement. Moi aussi complètement. Écoute, je vais te proposer de passer à nos petites questions de rétrospective, d'introspection aussi. Allons-y. Ma première question, c'est quelles ont été les plus grosses difficultés que tu as rencontrées? Donc Club Maté, on l'a pas dit, enfin en tout cas Yerba Maté et la création de ta structure, c'est 2015. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées du coup ces 8 dernières années et les plus beaux succès? Alors, faut sélectionner parce qu'il y en a eu beaucoup, tu imagines bien. Ouais, écoute, on va se limiter à 50. On va se limiter à, je sais pas, un ou deux, quoi. Un ou deux. Ouais. Les plus grosses difficultés, ça a vraiment été pour moi alors moi je pensais profondément que l'enjeu de la consigne des bouteilles, etc., enfin de travailler à la mutation des modes de consommation sur des produits de grande consommation, quoi. En gros, vraiment les boissons, c'est des produits de grande consommation, mais qu'on parle de la bouteille d'eau au soda, c'est vraiment il y a énormément de flux. Ça me semblait être un truc hyper important et hyper évident, et malgré tout ça, la plus grande difficulté, c'était de convaincre les gens. Et la plupart du temps, ce que j'entendais, c'est qu'on me disait mais t'as 15 ans de retard, c'est fini, etc. C'est pas l'Allemagne. Et moi, non mais voilà. Et moi qui étais en mode innovation, je me disais mais 15 ans de retard, mais non, en fait on a 15 ans d'avance. Enfin et ça a été vraiment une forte désillusion parce que j'étais sûr de moi, peut-être encore une fois un peu naïf, comme ça m'est arrivé à d'autres moments de ma vie, mais vraiment j'étais très étonné. Et donc il a fallu convaincre. Et ça a été vraiment difficile. Et convaincre les clients, mais aussi convaincre d'autres partenaires, parce qu'évidemment, je voulais intégrer d'autres marques dans ce système-là. Et les marques, dans le greenwashing à fond, disaient pourquoi tu veux m'intégrer à ton opération marketing? Pas du marketing, je veux dire, on bosse ensemble. Donc voilà, donc ça, je pense que ça a été la plus grosse difficulté, parce que ça a été une très forte désillusion pour moi, et il a fallu rebondir. Et écoute, le plus gros succès, ça a été convaincu ces gens. Un petit peu en fait, non, c'est d'avoir été pris au sérieux, c'est-à-dire que on a été reçu par différentes instances jusqu'à être reçu au ministère de l'écologie. Ouais. Et je crois que ça a été une vraie victoire parce que pour une fois dans les discussions avec les partenaires, on a dépassé le côté business. Et tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, essayer de mettre du sens dans ce qu'on fait, etc. Et là, j'ai senti le poids du sens dans ce que je faisais. C'est-à-dire qu'avant, c'était
une petite graine dans mon truc, je passais mes journées à vendre mes bulles, quoi. Et là, le sens a pris du poids. Et ça, pour moi, ça a été une grande victoire parce qu'en plus, ça a prouvé aussi aux équipes en interne que tout ce que je leur demandais, je les faisais chier au quotidien, la logistique, sur les camions, sur les flux, sur les machins. Ils me disaient, mais ça serait tellement plus simple qu'on jette les bouteilles. Non, c'est une blague, mais il y avait un peu de ça au fond. Et ben, ça a montré que ils avaient fait bouger les choses aussi. Et ça a été une victoire collective vraiment importante. Et moi, de la même manière, ça m'a regalvanisé, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, donc c'était à la fois de pouvoir convaincre les institutions et en même temps que de prouver que c'était possible aux équipes de. Puis ça rebondit sur ce que tu disais avant aussi sur les investisseurs, quoi. Sur le côté aussi, le sens. Ah ouais. C'est le sens, l'intention derrière, mais aussi aujourd'hui la prise de conscience du fait que donner du sens, ça va finir par payer, quoi. C'est-à-dire que le sens, c'est un truc qui est si ça a du sens aujourd'hui. Enfin, tu vois, y a surtout que ça peut avoir une traduction concrète, quoi. Voilà. Là, concrètement, quand on voit concrètement des gens traverser Paris en bagnole, avoir collecté toutes les bouteilles, rempli le coffre et venir me déposer au bureau, tu dis, putain, attends, lui, il fait des efforts, ça vaut le coup que j'en fasse aussi quand même, tu vois. C'est pas mal. Ok, donc on va s'arrêter sur cette difficulté et ce succès qui sont pas mal, donc c'est bien, enfin 2 du coup. Une autre question, c'est si on revient en 2015, tu te croises au début de cette aventure, je sais pas, une soirée. C'est quoi les conseils que tu te donnerais voilà, en me disant, putain, tu t'apprêtes à débuter cette aventure. Je vais te donner 3 conseils. 3 conseils. Ça peut être 2, voilà. Le premier, clairement, c'est ne sois pas naïf. Je crois que j'ai perdu beaucoup de temps avec ma naïveté. Non, mais vraiment de sortir un peu de son bocal et d'essayer de prendre le point de vue tout simplement des gens qui sont différents, très inclus dans le système, etc. Tu vois. Donc c'est ça, être un petit peu moins naïf. Le deuxième, c'est d'être convaincu qu'en fait ce pouvoir on l'a. C'est marrant, on se sent très souvent dépossédé de ce pouvoir de changer les choses. Je suis trop petit, je suis trop machin. Enfin, on a plein d'excuses pour se déposséder de ce pouvoir. Et en fait, je me serais dit, mais non, tu l'as ce pouvoir, vas-y. À ton échelle, l'échelle va grandir, l'échelle va devenir énorme, mais tu l'as ce pouvoir. Et un troisième, c'est peut-être que tous les fonds d'investissement sont pas des... Okay. Ouais, c'est bien. Parce que du coup, je serais peut-être allé vers eux plus tôt, quoi. Ouais, ok, c'est ça. Ouais. Ok. Aussi dans ta naïveté de te dire c'est bon, ça va le faire. Ouais, exactement. Je vais pouvoir le faire tout seul. Ouais, mais c'est. Ok, génial. Maintenant, plus ça va et plus on a fait un retour dans le passé. Je vais te proposer de faire carrément un saut dans le futur. Un retour vers le futur. Un retour vers le futur. Donc, tu es papa. Et du coup, je vais te demander de te positionner en tant que grand-père. Parce que je vais te demander qu'est-ce que tu souhaiterais raconter à tes petits-enfants. Voilà, quand tu leur raconteras ton expérience et cette aventure-là, qu'est-ce que tu aimerais leur raconter de cette aventure, de soit ce que tu en as retenu, soit de ce que tu aimerais qu'ils sachent, ce qu'ils retiennent de ça. Je crois que je vais en revenir sur cette notion de pouvoir parce que encore une fois, je pense que c'est un truc hyper important alors à la fois c'est responsabilisant, mais je pense que même les enfants ont ce pouvoir-là, quoi, parce qu'ils ont un pouvoir de persuasion et maintenant en plus on le sait de plus en plus puisqu'ils sont hyper targetés par la pub, ils ont un pouvoir économique extrêmement puissant et de dire aux enfants le pouvoir vous l'avez, vous pouvez changer les choses, vous pouvez faire évoluer les choses. Et ne faites pas comme nous, cette génération. Enfin, il y a quand même une génération qui est un peu pleine de désillusions en se disant, de toute façon, ça sert pas à grand chose. Si les gros bougent pas, moi je bouge pas, etc. À se regarder en chien de faïence comme ça. Mais de dire le pouvoir, vous allez. Pour le coup, s'il y a un moment dans ta vie où tu peux faire les choses à fond, plein de naïveté, c'est l'enfance. Et c'est pour ça que je leur dirais, vas-y à fond. Vas-y. À 4 ans, lance ta boîte. Ouais, non, mais voilà. Ou lance ton projet, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être aussi un projet. Écoute, vends des billes à tes collègues là dans la cour de récré. Et peut-être autour de cette notion d'entreprendre, tu vois, mais de dire ce pouvoir-là vraiment, il nous appartient, quoi. C'est vraiment une force, quoi. Et ouais, et je pense que c'est fondamental. Et du coup, clôturer sur ça me va parce que à la fois ce côté des illusions, mais aussi se renvoyer la patate chaude et c'est tout le monde. Il y a plus de responsabilisation. Enfin, je pense que c'est assez fondamental. Et moi, je le vois dans
dans l'expérience que j'ai en éducation, enfin voilà, auprès des jeunes et qui en plus sont, moi, le public que je forme, c'est des jeunes qui sont dans des hautes études, etc. Donc pour le coup encore plus la force de frappe dans la mesure où qui vont être amenés à des hauts postes, etc. dans des boîtes. Et même eux, ils se disent ah oui mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc moi ça me va bien que mon grand-père il dit ça ou que les grands-pères de tous ces enfants leur disent ça ou les grands-mères. Et tu penses que c'est parce qu'ils ont appris ça ou tu penses que c'est vraiment un biais de génération Je pense que c'est je pense qu'il doit y avoir je pense qu'il y a c'est ce qu'on leur fait croire en fait. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sur c'est de l'information, c'est voilà, c'est la culture de l'information, l'économie de l'information, etc. Mais pas tellement de l'action et de la responsabilisation. Je pense que c'est aussi le manque peut-être d'information et de transparence, tu vois, c'est dire et je pense que c'est aussi la culpabilisation. Enfin, je vois l'exemple moi que je prends régulièrement avec ce qui s'est passé pour la Coupe du Monde de foot, tu vois, où il y a eu et ça pour le coup c'est pas générationnel, c'est-à-dire c'est aussi prendre conscience. On est tellement dans une économie hyper globalisée, etc., qu'on a l'impression que ça se joue uniquement chez les gens qui vont concevoir, mais en fait non, c'est-à-dire que jusqu'au bout de la chaîne, chacun a un rôle qui va évidemment, l'échelle sera pas la même. Mais en fait, si tu as 1 million de personnes qui décident demain de pas faire tel truc, et en fait, la seule personne qu'en est à l'initiative, elle va être dans la merde, quoi. Exactement. Donc je pense que c'est à la fois un biais générationnel, mais je pense que c'est aussi un contexte actuel qui est de en fait, on dit aux gens que ça sert à rien d'agir, quoi. Enfin, tu vois. Donc moi, c'est un peu le. Ah, mais j'aurais pensé justement que les nouvelles générations. Les têtes bien faites des nouvelles générations étaient. Ouais, mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a je pense qu'il y a la différence que que les générations ici actuelles vont avoir par rapport aux précédentes, c'est la conscience. C'est-à-dire, j'ai conscience que c'est la merde. Par contre, j'ai pas forcément connaissance de pourquoi c'est la merde. Et surtout, j'ai pas forcément conscience de ce que je peux faire pour agir. Et je pense que ça va être ça toute la différence, c'est-à-dire que oui, je pense que les nouvelles générations sont au courant et sont conscientes que la planète brûle et que que il y a des enjeux de droits humains et autres. Mais par contre, toujours sur cette question d'approche systémique, je pense qu'il n'y a pas forcément de meilleure compréhension. En fait, c'est ça. Je pense qu'il y a un problème de compréhension que n'ont pas forcément les nouvelles générations pour le coup. Alors sachez, nouvelle génération, que vous avez tout à créer, c'est génial. Voilà, exactement. C'est un terrain génial, le terrain est vierge. Absolument. Je vais finir là-dessus. Est-ce que toi, tu as des petits derniers mots que tu voudrais passer à aux personnes qui nous écoutent, ou est-ce que tu penses avoir tout dit? Tout certainement pas. Je pourrais en parler. Pour aujourd'hui. Peut-être tout dit pour aujourd'hui. Garde-en pour le prochain épisode. Non, mais je trouve que c'est un aliment de planète génial qu'on soit à discuter de ça aujourd'hui, après que Wita nous a accompagnés dans l'aménagement de nos bureaux il y a 7 ans, 8 ans. C'est clair. Je pense que toi, comme nous, les choses ont bien bougé, mais on est toujours là. Et ça, c'est cool. Mais tu vois, ça montre que les planètes s'alignent, quoi. C'est vrai qu'il y a des énergies qui. C'est clair. Et du coup, ça donne la foi aussi sur le fait que les choses bougent et ça va aller. Exactement. Écoute, merci beaucoup. C'était passionnant. Et si vous avez des questions ou autres, je mettrai du coup les contacts, ton nom et voilà, et, dans l'épisode, dans l'article associé. Bonne continuation, longue vie du coup à tout ce que tu entreprends, et surtout je suis impatiente de goûter tonic, ginger beer, etc. Avec grand plaisir, avec beaucoup de modération, mais tu verras, il se mélange très bien aussi. On fera ça le soir. Et merci beaucoup pour l'invitation. T'es ravi. Merci à toi. Au revoir tout le monde et merci de nous avoir écoutés. Salut.